Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur les antennes de Télé Africa. Comme vous le savez, édition spéciale des As du foot relative bien sûr à l'élection du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. On reçoit ancien arbitre, ancien commissaire CAF, ancien vice-président de la Ligue nationale de football, président de la Ligue de football de Goué-Maritime entre 2013-2017, président du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football entre 2013-2014, fondateur de l'école de terre de foot. Il a 57 ans. Le candidat de Daniel Doumbou, j'espère que j'y arrive, le président, avec vous. Nous allons évoquer la question relative avec votre projet de société, votre candidature. Peut-être compléter l'information, ce qui n'a pas été dit en introduction, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bekale. Non, ça va. Je suis passionné de football et voilà. Y a-t-il un pan du football gabonais qui vous échappe? Écoutez, je ne voudrais pas être prétentieux, mais l'état des services que j'ai passés dans les fonctions à la Ligue et puis à la Fédération me permettent quand même de parler de tous les secteurs du football national. Ouais. Maintenant, quand vous essayez de regarder au cours du football gabonais, depuis 1975, vous avez 47 ans, que vous avez 57 ans, j'y arrive, merci. Voilà, exactement. Vous avez côtoyé et géré le football, forcément un peu comptable ou pas, Monsieur le Président? Comptable, je dirais non. Nous avons été acteurs de la belle époque de notre football dans les années 80 et 90. C'est vrai que pendant 6 ans, je suis allé pour mes études supérieures à l'extérieur, mais je ne pense pas être comptable de la situation actuelle de notre football. Parce qu'il y a quelques années, le football, chez nous, il fonctionnait parfaitement. Monsieur le Président, pour introduire Solange Pambo, je vous permets de regarder le fil conducteur, ce qui va nous conduire tout au long de ces 60 minutes à partager ensemble, à comprendre et à apprendre le bien fondé de vos motivations et vos différents projets de société. On regarde ce petit tableau récapitulatif de ce qui va nous amener à vous poser un certain nombre de questions. Dans votre projet, on retrouve la rupture, on retrouve la relance, on retrouve le succès également. Voilà les maîtres mots que vous utilisez par rapport à votre projet. Solange Pambo, c'est l'occasion pour moi de vous présenter Solange Pambo, que vous connaissez parfaitement. Bonjour Solange Pambo. Bonsoir Rodrigue Bekale. Diego Ndoumou est à nous. Oui, c'est avec un plaisir que nous recevons le candidat Dieudonné Ndombo Likoni, qui n'est pas un inconnu dans la sphère footballistique nationale, tant l'homme a arpenté les milieux du football de notre pays. Vous l'aviez si bien présenté dans votre propos introductif, puisqu'il a été un acteur sur le terrain déjà, en tant qu'un arbitre. Il a été également dirigeant, il a présidé la normalisation qui a été une étape importante dans le processus de relance du football dans notre pays en 2013, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Donc, c'est un plaisir de le recevoir. Monsieur le Président, débutons d'abord avec ce qui fait la une de l'actualité. D'abord, les grèves qui sont formulées à l'encontre de la commission électorale. De quoi est-il question exactement? Écoutez, deux choses, principalement. Le code électoral. Le code, nous avons affaire à 2 codes électoraux aujourd'hui et à une liste du collège électoral où il y a beaucoup de choses à dire. Sur le code électoral, à mon humble avis, puisque j'ai été un peu à l'origine des textes qui ont été mis en place lors de la normalisation, en juillet 2015, un code électoral approuvé par la FIFA a été adopté en Assemblée générale. Curieusement, en février 2021, on a un nouveau code électoral. Celui-ci est approuvé par le comité exécutif qui aujourd'hui est candidat à sa réélection, donc étant jugé parti. Donc aujourd'hui, le conseil que j'ai fait lors de la réunion que nous avons tenue avec la commission électorale, c'est d'appliquer le code qui est le seul normalement valable aujourd'hui, celui qui a été adopté en Assemblée générale en juillet 2015. Parce que là-dedans, on a toutes les conditions qui, justement, au regard du code électoral de la FIFA, sont similaires ou identiques. Donc, il y a un respect, parce que le code qui a été approuvé par le comité exécutif n'a jamais été approuvé par la FIFA. Donc, nous allons nous appuyer sur les articles 4, 5 et 27 du seul code qui est valable, à mon avis, pour saisir la FIFA. Que dit ce code-là? Écoutez, au niveau d'abord du nombre de mandats des membres élus,
Oui. Le seul code qui est valable interdit la succession de mandatures. Donc, les membres qui ont été élus pour l'élection de 2018 ne devraient pas se retrouver dans la commission électorale aujourd'hui. Et ensuite, on a comme plusieurs délits d'initiés. Vous avez dans l'article 4 du code que moi je considère, on interdit à un allié d'être membre d'être élu au sein de la commission électorale. Vous avez dans la commission électorale des membres qui sont dans des commissions d'organisation des matchs de la fédération. Vous comprenez que c'est interdit par le code électoral. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous allons apporter à la FIFA. Et l'article 27 du code électoral adopté en 2015 nous donne justement cette possibilité-là de saisir la FIFA. Président, est-ce que vous avez porté ces manquements à l'attention de la commission électorale pour que nous ayons une élection transparente et une très bonne élection au sortir du 16, sinon le 16? Bien sûr, nous l'avons fait le samedi 26, je crois, si je ne m'abuse, lors de la réunion qui s'est tenue avec la commission électorale. La conclusion que moi le conseil que j'ai fait en tant que père un peu de ces textes, c'est de revenir sur le code qui a été adopté par les membres de la fédération, par le congrès en juillet 2015. C'est le conseil que j'ai fait et c'était un peu la conclusion de cette réunion-là. Nous avons saisi, je crois d'autres candidats l'ont aussi fait, mais nous avons bonne foi. Malheureusement, on a l'impression que toutes les conditions sont réunies pour que l'histoire de 2013, de début 2013, l'histoire des élections annulées en mars 2013 se répète. On apprend très rarement de notre histoire, mais notre football est fait de ces intrigues-là depuis plusieurs décennies. Pour compléter, Rodrigue, oui. dire dans ce même chapitre qu'il y a effectivement le candidat Désiré Mbame Fama qui a effectivement écrit, qui a saisi la commission électorale, je pense, qui a écrit à la FIFA, et sur l'un des points querellés, celui notamment relatif à la taille, sinon à la personne même ou la personnalité des membres du collège électoral. La commission électorale a donné gain de cause, raison à Désiré Mbame Fama, parce qu'on a vu qu'il y a des noms qui apparaissaient dans la liste préalable des membres composant le collège électoral. Il y a certains noms qui ont été biffés, qui ont disparu, et donc la commission électorale a effectivement planché et a donné raison. Donc c'est dire qu'il y a quand même... C'est une avancée. Une forme de transparence, ou bien le président. Ce n'est pas assez. Effectivement, nous l'avions dénoncé, et ce n'est pas assez, parce qu'on a vu, par exemple, dans le cas de la Ligue de football de l'Estuaire, des salariés de la fédération qui étaient sous ma responsabilité lors de mon passage à la commission des jeunes, être électeurs sur la liste, la première liste publiée par la commission électorale. Mais encore aujourd'hui, nous avons l'intendant de l'équipe nationale, Mais il n'est pas contractuel. il semblerait que l'intendant de l'équipe nationale n'a pas sa relation avec la FEGAFO n'est pas contractuelle. Mais, attendez, vous parlez de l'équipe nationale, oui, de l'intendant de l'équipe nationale, qui a un contrat signé entre l'individu, oui, la fédération qui gère l'équipe nationale et le ministère. Donc il est contractuel de la fédération. Vous voyez dans le monde un intendant de l'équipe nationale qui ne dépend pas de la fédération? Non. Il dépend de la fédération, mais est-il aussi contractuel, la fédération, que l'est le secrétaire général, par exemple? Écoutez, il y a des textes qui sont là. Nous allons saisir les juridictions concernées et puis nous verrons bien. Mais je vous dis bien qu'un intendant d'une équipe nationale est en contrat avec la fédération. Ce n'est pas le ministère qui gère l'équipe nationale. Même si nous savons derrière que c'est le ministère qui supporte à 100%, malheureusement jusqu'à nos jours, les finances de l'équipe nationale. Mais l'intendant, l'entraîneur et tous les autres qui sont rattachés à l'équipe nationale sont en contrat avec la fédération. Est-ce que Dieudonné Ndombou Likuni, sur ce point précis, a saisi la commission électorale? Nous sommes en train de nous préparer. Mais vous avez préféré saisir la FIFA? Vous savez, c'est facile d'écrire, de saisir, mais il faut toujours avoir des supports qui soutiennent... mais le 16 avril n'est plus loin. Mais oui, mais nous sommes en train de travailler. Je pense que d'ici ce soir ou demain,
mais nous allons saisir les juridictions concernées. Monsieur le Président, voilà. quel est l'important de saisir la FIFA lorsqu'au préalable, sur le plan local, on n'a pas trouvé satisfaisant, bon, on n'a pas encore de véritables solutions? On ne fait pas de propositions pour aller à l'élection à l'amiable. Mais si nous avons fait des remarques à la commission électorale le jour de la seule réunion que nous avons eue avec cette commission, c'est que nous avons l'ambition de trouver des solutions localement. Si nous n'arrivons pas à les trouver, ben nous allons nous retourner parce que le code électoral, justement, dans son article 27, nous donne la possibilité de saisir la FIFA. Donc nous essayons de saisir tous les moyens pour que l'élection se passe dans la transparence. Ce que Rodrigue veut dire, certainement, vous l'avez certainement compris aussi, c'est que pourquoi ne pas épuiser toutes les voies de recours localement avant de saisir la FIFA. C'est vers ce chemin que nous n'avons encore saisi ni la commission électorale, ni la commission de recours, ni la FIFA. Parce que nous avons des juristes qui travaillent sur ces dossiers. Et après, d'ici demain ou d'ici mercredi, nous allons décider de saisir soit la commission avec copie à la FIFA, soit l'inverse. Nos juristes vont décider. Mais pour le moment, nous n'avons encore saisi, mais nous avons échangé avec les membres de la commission, avec le secrétariat général. Vous vous rendez compte qu'on a une liste du collège électoral, mais nous n'avons même pas la liste des bureaux des membres affiliés à la fédération. Comment voulez-vous que nous puissions contrôler, justement, la légalité, enfin la légitimité de ces électeurs si nous n'avons pas en amont les bureaux exécutifs qui sont censés être présents, enregistrés au secrétariat général. Donc là, c'est un point que nous avons souligné lors de cette réunion. Pour le moment, nous n'avons toujours pas reçu. Je crois qu'il y a 1 ou 2 candidats qui ont écrit au secrétariat général pour avoir, parce que pour contrôler la liste du collège, il faut bien que nous ayons la liste des bureaux des ligues, des associations et des clubs. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liste. Vous voyez? Donc, c'est des conditions que nous avons posées lors de cette réunion. Monsieur le Président, d'autres estiment, certains candidats estiment que quelles que soient les irrégularités constatées pour le cours des statuts, on ira aux urnes. Ben, écoutez, il faut y aller. Nous avons vécu la même chose en 2013. J'étais pratiquement le seul au cours de cette assemblée du 13 mars 2013 à Agondji à dénoncer avec l'ancien président de la Ligue à dénoncer les conditions dans lesquelles c'était tenu avec, si vous voulez, une manipulation de la liste électorale. C'est toujours, en fait, la même manipulation qui revient, c'est-à-dire qu'on gonfle ou on manipule la liste des délégués pour réussir à passer, malheureusement, sans respecter les conditions de transparence. Donc, vraiment, les conditions aujourd'hui sont réunies pour que l'histoire se répète, malheureusement. Monsieur le Président, permettez-nous, Solange Pambo, on va rentrer de plein pied dans le vif du sujet, bien sûr, pour évoquer la question, le premier axe de votre projet de société. On va regarder en image, Président, les éléments clés, enfin l'un des éléments clés, bien sûr, de vos projets de société. Alors, vous parlez de création des richesses propres au football, vous faites l'état de lieu, essoufflement de l'État, subvention, CAF, FIFA, Solange Pambo. Oui, Dieudonné Ndombo Likoni, on sait évidemment que votre projet de société repose sur une dizaine d'axes. Le premier est consacré donc à la création des richesses propres au football. Et là, dans cette création des richesses propres au football, vous pensez notamment à la vente des produits dérivés, le merchandising. Vous avez estimé à 600 millions de francs CFA. Vous parlez de la fabrication de 150 000 accessoires des panthères par an. Alors, ce serait quoi? Équipementier Kappa ou boutique Fegafoot? Notre approche est différente. Nous avons, l'objectif de créer une marque propre à la fédération. C'est-à-dire que moi, en arrivant, si j'arrive à la tête de la fédération, c'est d'abord mettre fin au contrat que nous avons avec Kappa. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, le maillot Kappa coûte 40 000. Il est vendu par la fédération à 40 000. Dites-moi quel est le Gabonais qui peut acheter un maillot? Quel est le Gabonais supporter des Panthères qui habite les Trois-Mangués, qui habite Kingélé, Quel est le Gabonais qui peut aujourd'hui acheter un maillot des Panthères à 40 000? Nous allons faire l'inverse. Nous devons nous-mêmes créer notre marque. Vous sortez là, vous allez dans la rue 5 minutes, vous allez voir le nombre de maillots portés soit par les enfants, soit par les adultes, le nombre de maillots Gabon portés par des supporters dans la rue. C'est des poches d'argent. Ces maillots-là ne sont pas fabriqués, ne sont pas vendus par la fédération, malheureusement. Aujourd'hui, quand vous avez un maillot de 35 ou 40 000,
Mais la conséquence derrière, c'est que les gens qui font du faux le font pour que, au marché Montbouette ou au marché du Grand Village, vous retrouvez des maillots de très mauvaise qualité, mais qui sont vendus à 2000, à 3000. Nous voulons faire l'inverse. Créer sous forme d'un concours populaire avec les designers gabonais une marque propre à la fédération. C'est un conseil que la FIFA a donné. Est-ce que le prix de maillot n'est pas fonction de la valeur marchande aussi de l'équipe nationale? Quand vous avez dans votre équipe nationale des joueurs de renommée mondiale comme Pierre-Emerick Aubameyang et certains qui ont également de la qualité, comme Mario Lemina, comme Denis Bouanga, Rombo Penza, Gaylor Kanga. Est-ce que c'est pas ce qui fait aussi que l'image de l'équipe nationale étant, en plus, c'est une équipe qui a gagné au classement FIFA ce mois-là en termes de classement, est-ce que c'est pas ce qui peut justifier aussi le fait que le maillot coûte 40 000 francs? Mais non. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre propre marque, vous pouvez fabriquer un maillot de 40 000, comme vous pouvez faire celui qui coûterait 3 000 ou 5 000 ou 10 000. C'est-à-dire que vous, propriétaire de votre marque, vous avez la liberté de fabriquer des maillots de qualité différente. Moi, je l'ai vu ailleurs, dans certains pays en Afrique. Et je tiens à rappeler que c'est un conseil qui a été fait par la FIFA en 2015 sur le Forward 1. Là, nous sommes passés au Forward 2, mais vous avez, en tant que propriétaire de la marque, vous avez la possibilité. Vous savez, quand les grandes marques vont fabriquer dans des usines, mais c'est comme si vous allez chez le tailleur. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de donner une valeur à votre maillot. Donc, celui de 40 000, il sera toujours fabriqué, même sous la marque de la fédération. Mais sauf que pour les supporters, on aura des maillots de 3 000, de 5 000, de 10 000. Qu'est-ce qui vous gêne? Pour atteindre le plus grand nombre. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est le fait que vous pensez qu'on ne gagne pas suffisamment en optant de cette façon-là, ou bien on va voir que la maîtrise de la fabrication, la maîtrise du coût de fabrication ou du bénéfice? Moi, je suis nationaliste avant tout. Hein, je suis nationaliste. À un moment, il faut qu'on arrête de dépendre de l'extérieur, des marques. C'est bien les grandes marques et tout, mais nous, pourquoi nous ne pouvons-nous pas créer notre propre marque? Pourquoi d'autres pays l'ont fait? Vous voyez, le Burkina, c'est une marque burkinabé qui habille les Burkinabés. Même le Mali également. Voilà, même le Mali. Même le Mali. Pourquoi pas nous? Est-ce que nous allons rester indéfiniment spectateurs de notre développement? Ça fait partie, au-delà du football, au-delà du sport, ça fait partie de ma vision, moi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que nous soyons acteurs de notre développement. C'est pour ça que ma philosophie m'amènerait vers la création d'une marque gabonaise. Vous parlez également en termes de création des richesses propres au football. Vous parlez aussi donc de la fabrication des équipements pour les établissements scolaires secondaires. Vous parlez aussi de la ligne de production donc scolaire, 300 millions de francs CFA. Vous espérez gagner cet argent où et comment? C'est une étude que j'ai menée en 2019 et j'ai eu la chance de connaître un peu tout ce milieu depuis 2012. Hein, j'ai cette expérience-là, je connais le milieu des affaires. Ce n'est pas sorcier. Aujourd'hui, dans le Forward 2.0, entre 2018 et 2022, la FIFA a mis à disposition de chaque fédération une enveloppe de 2 millions de dollars. Et dans le Forward 2, on vous demande d'aller vers du marketing et création des richesses. C'est écrit dans le programme de la FIFA, création de richesses, c'est-à-dire essayer d'avoir des richesses, de l'argent. Aujourd'hui, le gouvernement de la République conseille d'aller vers les partenariats publics-privés. Moi, je fais un rapprochement entre ces deux, entre les instructions de la FIFA, qui voudraient que les fédérations, contrairement il y a 10 ans ou 20 ans où la FIFA ne donnait pas l'autorisation aux fédérations de se faire de l'argent, de faire du business, c'est différent aujourd'hui. Entre les instructions de la FIFA et la volonté du chef de l'État et du gouvernement d'aller vers des partenariats publics-privés. C'est vrai, nous avons parlé des maillots, des produits scolaires, mais les plus gros projets que j'envisage vont se faire autour des grands complexes sportifs. Justement, Président, de quels complexes sportifs vous parlez? Ceux qui ont été réhabilités ou construits par l'Office national de développement du sport et de la culture, ou bien une fois président de la FEGAFOOT, vous allez en construire? Non, je parle des terrains, des complexes qui ont été construits en 2012, donc le stade de l'Amitié, ouais, et en 2017,
le complexe Omnisport Michel Essongué et le stade Engon. Je parle de ces complexes-là, c'est-à-dire qu'autour de ces complexes, surtout celui de Libreville et de Port-Gentil, il y a des espaces. Je ne dis pas que la fédération va s'accaparer de ces terrains pour les utiliser pour jouir. Non, je parle des espaces qu'il y a autour de ces terrains. Mais sous quelle forme de collaboration, vous mettez en relief, sachant que ces infrastructures ne sont pas placées sous votre tutelle, sous la tutelle de la FEGAFOOT, j'ai envie de dire. Que dit le gouvernement? Aller vers les PPP. Aujourd'hui, l'État n'a peut-être pas les moyens d'investir. Parce que ces stades-là, en fait, on aurait dû penser à l'après-CAN avant de les construire. Mais aujourd'hui, l'étude que moi j'ai faite il y a quelques années, quand nous étions à l'ANAGEISC, c'est d'investir sur ces espaces. Les richesses de ces stades se trouvent sur ces espaces. Vous imaginez, vous mettez 2 ou 3 foot indoor à l'Amitié, les stades ont cette particularité d'attirer du monde. Quand vous partez le samedi ou le dimanche au stade de l'Amitié, vous voyez le nombre de personnes attirées par le stade pour faire du sport autour. Mais mettez des infrastructures de loisirs, football loisirs et des parcs d'attractions sur ces espaces qui sont là, qui sont vides, et vous allez en retour avoir de l'argent pour soutenir le sport. À la fin, la conséquence, c'est que l'État, qui ne va pas mettre un franc, mais juste les espaces, va pouvoir souffler, parce que vous aurez créé de la richesse. C'est pas sorcier en fait. Quand vous regardez le foot indoor, je vous dis à Port-Gentil, mais le petit stade qui existe à Port-Gentil du foot indoor, construit par un expatrié, mais il est plein tous les jours jusqu'à minuit, 1 heure. Donc ça rapporte de l'argent. Pourquoi le Gabonais, avec comme locomotive la fédération, et avec comme partenaire des privés comme vous, comme M. Bekele, on pourrait être actionnaire, on pourrait passer du statut de spectateur et devenir acteur de notre développement. C'est tout simplement cela. Il faut qu'on arrive à se faire violence. Rodrigue Bekele, peut-être un dernier point sur ce premier axe-là consacré à la création des richesses. Le président Dieudonné Ndombo Likouny, s'il est élu à la tête de la Fédération gabonaise de football, ben, il pense qu'en termes de contraction ou bien de moyens à mettre en relief pour capter de la richesse, ben, il faut également compter sur le centre technique de Bikele. Le centre technique de Bikele, dans l'axe principal qui est celui de la création de richesses, ne rentre pas dans ce cadre-là. Le centre technique de Bikele rentre plutôt dans le point 3, celui du développement du football des jeunes. Dans le projet du championnat des U17, nous avons l'intention de le consacrer comme pôle espoir de la zone 1, qui est la zone de Libreville, de Toum, Kango, au 22 à Kanda. Et ensuite, nous avons le stade de Port-Gentil pour le pôle espoir. Nous avons l'intention avec Manga Sport sur les installations de la CAN 2012-2017, un pôle espoir dans le Haut-Ogooué. Et ensuite, un pôle espoir qui, j'espère, sera ouvert au Cameroun et en Guinée équatoriale autour du stade. Voilà. Mais vous estimez, vous estimez tout de même dans ce premier axe-là que pour moins dépenser, il vaudrait mieux aller au centre technique de Bikele plutôt que dans les hôtels. Ah oui, oui, je pense bien. Mais bon, quand vous voyez l'état de Bikele, je ne sais pas si on peut l'appeler centre technique. Vous savez, Bikele, c'est un serpent de mer. Hein. Ça date peut-être de plus de 20 ans ou 25 ans. Je pense qu'aujourd'hui, la seule utilisation qui pourrait se faire pour Bikele, c'est au niveau des sélections des jeunes. Mais pas, je ne vois pas ni l'équipe féminine A, élite, ni l'équipe masculine aller à Bikele. Déjà, vous voyez l'état de la route. C'est une erreur depuis le départ d'avoir mis ce centre technique là-bas. Mais après, il est là, il faut l'améliorer. Et souvent, on oublie que c'est grâce à la normalisation que les travaux ont repris après. Là, les gens ne le disent pas. Pourtant, vos adversaires disent aussi volontiers que vous portez une part de responsabilité dans le fait que les travaux aient traîné en longueur parce que dans les procédures d'attribution des marchés, vous n'avez pas respecté justement les procédures. Vous avez fait des appels d'offres de gré à gré plutôt que de faire des appels d'offres qui répondent à l'orthodoxie. Quels travaux? Bikele tous les travaux étaient terminés à Bikele, les bâtiments sont là. La seule chose que nous avons faite, c'est qu'avec une partie de l'argent que nous avons gagné grâce à notre quart de finale en Afrique du Sud en 2014, nous avons été en décembre, avant ce CHAN-là, invités par la FIFA pour un séminaire qui regroupait les présidents, les secrétaires généraux et les directeurs techniques. Et pour nous, la commission de développement de la FIFA nous disait, pour eux, Bikele, c'est fini.
c'est clos, ils veulent passer à autre chose. Et ils nous ont dit, si vous voulez que nous revenons sur Bikele, ben, il va falloir que vous, le Gabon, vous mettiez au moins votre propre argent. Tout est parti de là. Nous n'avons pas, ce n'est pas le comité de normalisation qui est allé activer Bikele. Vous comprenez? Nous étions sur le travail statutaire des textes et c'est à ce moment que le responsable, je me rappellerai toujours de son nom, M. Loisel, étant à Zurich, a appelé M. Primo, qui était ici pour le travail juridique, et de demander à M. Primo, mais tiens, l'ancien bureau de la fédération nous a fait comprendre que le centre était fonctionnel. C'est comme ça que nous nous sommes déplacés pour aller à Bikele. Et je vous assure que ce jour-là, M. Primo de la FIFA avait des yeux larmoyants au regard du spectacle triste. C'est comme ça que la FIFA nous a rajouté du travail. Et pour nous, quand nous sommes allés donc, au Chan, nous avons eu un peu d'argent. Nous avons négocié avec les internationaux qui ont fait partie de l'équipe nationale en leur disant, bah, écoutez, nous avons trouvé un soubassement abandonné dans l'herbe d'une dizaine de chambres qui concernaient en fait les chambres du staff technique. C'est comme ça que nous avons pris 30 millions dans l'argent, dans les 80 millions que nous avons eu au Chan, et nous avons fait les travaux pour ces 10 chambres-là. Mais les autres bâtiments étaient construits depuis. Ceux qui tirent à boulet rouge sur moi, ils n'avaient qu'à se rendre auprès de Bureau Veritas. Parce que, voyez-vous, mes amis, mes anciens amis ont peut-être pensé qu'on avait fait de la surfacturation, mais nous avons fait appel à 2 sociétés. Il y a une qui a accepté de préfinancer. Et pour nous, pour moi, nous étions dans l'attente du bonus de la Coupe du Monde 2014, qui était de 500 000 $. Avec l'ancien candidat, M. Mungengi, on avait dit, pour réussir le premier mandat, il va falloir qu'on termine Bikele. C'est comme ça que moi j'ai pris l'initiative, parce que j'avais les pouvoirs de signer en tant que président du comité de normalisation. J'avais le pouvoir de signer, d'engager la fédération en espérant que le bonus Coupe du Monde aille terminer Bikele. Ceux qui sont venus après moi, ils ont une autre philosophie. Ils préfèrent les bâtiments au-delà des compétitions et du terrain. Est-ce que le bonus est tombé ou pas? Mais bien sûr, il était tombé. Le bonus, il est identique pour toutes les fédérations, sauf celles qui participent naturellement à la Coupe du Monde, comme le Cameroun très souvent, qui a des milliards de retombées. Mais nous, on avait 500 000, comme toutes les fédérations affiliées à la FIFA. Et pour moi, pour nous, enfin avec mes anciens amis, pour moi, il était question de terminer Bikele. Après, les gens arrivés une fois au pouvoir ont changé. On dit qu'il fallait construire un siège. C'est comme ça que Bikele est resté dans cet état. Mais ça n'a rien à voir. Les grands bâtiments de Bikele sont construits, mais dans un état... Parce que nous, on nous a demandé de faire l'inventaire. On a fait une enquête pour essayer de retrouver les sociétés qui avaient travaillé depuis 20 ans. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont touché de l'argent, qui ont créé des sociétés parallèles d'électricité, de carrelage, et qui n'ont jamais fait ce travail. Nous avons trouvé un soubassement sous l'herbe. Il n'y avait pas de chambre pour le staff technique. C'est les 30 millions du CHAN, du comité de normalisation, qui ont lancé les travaux de ces 10 chambres-là. Monsieur le Président, on va poursuivre avant d'entrer dans le deuxième axe, Lange Pambo. Vous parlez de la multiplicité des richesses en termes de transparence. Comment la répartition pourrait se faire? Là, on aborde le deuxième axe de votre projet. Créer de la richesse, c'est bien. Avoir de l'argent, c'est bien. Après, l'utilisation doit être transparente. C'est-à-dire que moi, la condition que j'avais, l'une des conditions, parce que j'en avais posé 3 pour venir accompagner M. Mungengi lors de son deuxième mandat, la transparence faisait partie des conditions que j'avais posées. Nous avons l'ambition d'ouvrir la fédération, la gestion de la fédération au grand public. C'est-à-dire que tous les supporters, tous les gens qui aiment le football, tous les Gabonais qui aiment le football devraient pouvoir savoir où va l'argent. Et m'appuyant sur l'exemple du Ghana, nous avons l'intention de demander au Parlement de mettre en place une commission de contrôle. Oui. C'est très important de savoir que c'est la fédération qui va aller vers le Parlement. Ce n'est pas l'inverse, parce que la FIFA, vous le savez tous, interdit l'immixtion des politiques dans la gestion de la fédération. Mais nous avons l'ambition de faire appel à une commission parlementaire qui va contrôler tous les flux d'entrée et de sortie de l'argent de l'État, de la FIFA et de la CAF, mais aussi
de ne pas être sur les mêmes cabinets d'audit comme souvent on le fait. Mais rappelez-vous qu'en 2018, la fédération avait été suspendue pendant 3 ou 4 mois de toute subvention de la FIFA parce que les méthodes de gestion n'étaient pas bonnes, n'étaient pas transparentes. Donc nous avons l'ambition de gérer proprement avec notre équipe, mais avec des contrôles. Nous ne voulons pas nous habituer à un cabinet local. Nous voulons changer chaque année pour éviter des acquittance. Ndombo Likuni, on essaie de comprendre le fond de votre pensée par rapport à la mise en place de ces mécanismes qui devraient garantir la transparence dans la gestion des subventions de la FIFA, de la CAF et même des subventions de l'État. Mais pourtant, certains estiment que les missions du Parlement gabonais sont bien claires, évidemment. Pourquoi ne pas simplement tout faire, comme il a été indiqué dans l'une des recommandations des assises du football tenues au mois de mai 2021, tout faire pour créer ce fameux gendarme financier qui serait là justement pour contrôler cette utilisation des subventions ou même des fonds qui sont mis à la disposition des clubs de première division. Ça existe par exemple en France, qui est le pays de référence pour le Gabon par exemple. Pourquoi vouloir absolument créer une passerelle entre la Fédération gabonaise de football et le Parlement gabonais? C'est plus crédible. Pour moi, c'est plus crédible. Vous savez, Vous pensez qu'une structure indépendante ne pourrait pas avoir de la crédibilité? Écoutez, quand vous prenez l'histoire du championnat national, elle a bien existé un moment. À l'époque de M. Birina, je me rappelle avoir pris part à une plénière avec le ministre Mbununga. Et le sujet à l'ordre du jour, c'était de justifier la première tranche, parce que le Trésor avait décidé de bloquer la deuxième tranche, tout simplement parce que les clubs n'avaient pas justifié. Il y avait, je pense, à l'époque, c'était des Espagnols, je ne sais pas trop, parce que moi j'ai souvent été un peu éloigné du football professionnel, mais c'est plus crédible, parce que le Parlement est là, sera là pour nous aider. Après, le gendarme que vous voulez copier comme la DNGC ou je ne sais pas, la France, on ne doit pas toujours... enfin, à mon avis, il faut tenir compte de nos réalités ici. Moi, je crois qu'une commission parlementaire mixte, c'est-à-dire que Assemblée et Sénat, demandée par... elle ne sera pas permanente, c'est-à-dire que c'est sur demande de la Fédération. Après, moi, je n'ai pas trop regardé les conclusions des assises, mais je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre. Mais, de mon point de vue, il faudrait, mettre en place cette commission parlementaire et deux, éviter de s'accoutumer au même cabinet d'audit. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on prend un ami qui a un cabinet quelque part, qui s'appelle tel, et puis on s'arrange à traficoter les chiffres. Hein. Moi, je vous dis de ce que j'ai vécu quand j'ai été membre du comité exécutif. Il faut qu'on arrive à rompre avec ces mauvaises habitudes. Donc vous comptez sur la bonne foi des parlementaires, c'est bien ça? Ah oui, le Parlement est fait de commissions qui sont là pour voir si le pays fonctionne bien. Vous recevez de l'argent de l'État. Vous avez du mal à justifier cette utilisation. Il y a des questions sur lesquelles on a demandé au Parlement de faire la lumière sur l'utilisation des fonds de l'État sans que ça n'ait été rendu public. Hein. Moi, je reste optimiste. C'est un exemple que j'ai vu au Ghana. Et d'ailleurs, la petite histoire, c'est que le président de la Fédération ghanéenne qui a mis en place cette commission a été victime. Et je ne sais même pas s'il est sorti de prison aujourd'hui. Donc, vous voyez, il faut aller vers les nouveaux moyens de contrôle et ouvrir. Le football, c'est le sport le plus populaire dans le monde. Donc, vous imaginez le nombre de personnes impliquées dans le football au Gabon. Qu'est-ce qui générait que le Parlement puisse avoir un contrôle ou des conseils sur la gestion des finances d'une fédération qui gère le sport le plus populaire au monde? Moi, ça ne me gêne pas. Monsieur le Président, on reste toujours dans la transparence totale en regardant ce tableau qui projette un peu les éléments clés de votre projet dans l'axe premier, bien sûr. On regarde la FEGAFOOT doit être une maison de verre, pas d'omerta sur la gestion financière, commission parlementaire mixte contrôle de tous les fonds du football, cabinet d'origine, c'est ça non? D'origine différente pour éviter les accointances. Oui, c'est le résumé que je faisais. Je vais vous prendre un exemple simple sur le fonds Covid attribué par la FIFA. Moi, président du comité exécutif, je n'aurais pas eu la même approche que M. Mungengi.
j'aurais convoqué un congrès extraordinaire pour décider de l'affectation de cet argent-là avec les membres affiliés de la fédération, c'est-à-dire les ligues. Au Parlement ou bien au Congrès? Non, non, je vous parle d'un exemple. Le Parlement, c'est quand je serai... J'étais membre du comité exécutif. Je vous dis que moi, j'aurais été à la place de M. Mungengi, je n'aurais pas géré les fonds du Covid comme ça a été fait. Parce que vous avez vu les conséquences après. Pourquoi ne pas avoir convoqué un congrès, appelé les membres, donc les présidents de ligue, les présidents des clubs et les présidents de l'association et de décider ensemble. L'organe législatif, l'organe suprême d'une fédération, c'est le congrès. On vous envoie, je ne sais pas combien de centaines de millions, mais la moindre des choses, c'est d'appeler les membres affiliés et de décider. Le comité exécutif tout seul, 12 personnes, à mon avis, tout part de là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu tous ces palabres de gestion des fonds Covid. Quand je parle de transparence, de gestion financière, c'est cela. Moi, j'aurais eu cette approche-là. C'est pour édifier un peu sur le point 1 que vous avez. Moi, je n'aurais pas tout seul décidé de l'affectation parce que la FIFA parlait des personnes impactées dans le football par le Covid. C'est quoi les personnes impactées? Vous pensez qu'un ancien président de fédération qui a fait 5-6 ans, on ne sait plus où il habite, vous pensez que cette personne a été impactée par le Covid pendant les 2 ans de non-activité? Non. Donc moi je dis... On a vu quand même le président fédéral qui a reçu lorsqu'on mettait à la disposition la manne financière de Covid, les anciens présidents de fédération, même également... Je vous pose la question, ces anciens présidents ont été impactés lors du Covid, de la crise du Covid, ces anciens présidents de fédération, ont-ils été impactés? C'est l'entraîneur qui n'a plus de salaire, parce que ça ne joue plus, c'est le joueur en premier qui n'a plus de salaire, et puis tous les acteurs. Mais un ancien président de la fédération qui a quitté la fédération il y a 15-20 ans, en quoi cet argent le concernerait? En quoi? Parce qu'il n'a pas été impacté. Merci, Président. Merci, Président. On aborde le troisième axe, bien sûr, au sujet du développement du football des jeunes. C'est votre bébé, c'est votre affaire. On essaie de regarder des images à gauche et à droite. Vous êtes sur tous les fronts. On regarde d'abord ce tableau récapitulatif pour vous permettre de bien nous édifier et d'édifier les téléspectateurs qui nous regardent. Vous parlez de produits de compétition phares au niveau des jeunes. Monsieur le Président, 250 millions de francs CFA, championnat national U17, championnat national U17 également, avec 36 clubs repartis dans les 24 villes du Gabon, financés à 100% par la Fédération gabonaise de football. Monsieur le Président, vous évoquez également la question du produit de compétition scolaire, 75 millions, championnats locaux U15 dans chaque ville en tournant dans les 9 provinces du Gabon, développement du football d'animation, afin d'augmenter le nombre de débutants, FIFA, etc. etc. Peut-être aller par palier, commençons par le produit compétition phare, 36 clubs dans 24 villes, financés à 100% pour le Gabon. Quelle échéance? Écoutez, dans mes études que j'avais faites en 2019, l'échéance était septembre 2022. C'est vrai que une fois la fédération, naturellement, si je trouve que les fonds sont vides, on pourrait le reporter de quelques mois. Mais je voudrais rappeler qu'en 2018, je suis rentré à la fédération pour ce projet-là. C'est la condition que j'ai posée pour revenir à la fédération. Et c'est seulement à cette condition que je suis rentré à la fédération. Monsieur Mungengi, avec qui j'ai de bons rapports, m'avait donc demandé de revenir à la fédération, mais dans sa proposition, il était pour lui question que je vienne régler les problèmes d'arbitrage entre la LUNAF et la FEGAFOOT. Je m'y étais opposé. J'avais dit, si je rentre, ce n'est pas pour ça, je ne connais plus les arbitres, ça fait longtemps que je ne m'en occupe plus. Donc j'ai posé, au bout de la 3e rencontre, j'ai accepté de rentrer. Mais c'est aussi à cause de ce projet-là que je suis ressorti de la fédération. Ce projet a passé toutes les étapes, de commission forward, comité exécutif, direction technique nationale. Et au bout d'un moment, à la fin, quand il s'agit de sortir l'argent, on me dit non, c'est trop cher. C'est trop cher, on ne peut pas. La FIFA était arrivée. Je suis à Port-Gentil. Le président m'appelle pour que je vienne présenter ce projet, parce que c'était mon projet, que tu es la meilleure personne pour venir défendre ce projet. Je descends de Port-Gentil, je paye mon billet, on me le rembourse à l'arrivée. Et par un concours de circonstances,
l'arrivée tardive d'une dame qui devait arriver du Sénégal par Air Burkina, le vol était en retard, ce qui fait que la présentation qui était prévue dans l'après-midi a été reportée au lendemain. Mais cet après-midi-là m'a été fatal, parce que les faucons, les gens qui étaient autour du président, ont fait des pieds et des mains pour ne plus qu'on présente ce projet-là. Pour quel intérêt? Ben, écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour interpréter. L'argent, je pense que c'est l'argent. Pour moi, l'argent devrait aller en priorité aux compétitions. C'est ma philosophie. Ouais. Après, ceux qui sont autour du président Mongengui depuis, ben, écoutez, moi, j'ai ramassé mon rétroprojecteur, mes affaires, et avec un sentiment avec beaucoup d'amertume, c'est-à-dire que j'étais très, très déçu parce qu'on avait fait un travail énorme pendant 6 mois. On a au franc près calculé qu'un joueur, une équipe qui partirait de Makoko pour Oyem, logerait dans tel hôtel. On a tout fait. Après, ça n'a pas vu le jour. Pendant 2 mois, j'ai suspendu mes participations au comité exécutif. J'ai demandé au président, j'ai attendu 2 mois avant de démissionner. Je suis parti pour ça. On était en plénière. Maintenant que vous avez la possibilité, peut-être si les délégués vous accordent leur confiance le 16 avril prochain, dites-nous dans le détail comment vous allez implémenter justement cette vision-là en rapport avec cette relance du football dans ce produit phare que vous voulez lancer en septembre. Hein, c'est dans 4-5 mois. C'est vrai qu'il ne faut pas rester figé parce que je ne connais pas l'état actuel des fonds de la fédération, mais il y a de l'argent pour pouvoir organiser de vraies compétitions. Je pense que la première chose à faire, c'est de rénover. On a été dans quelques internats pour voir qu'est-ce qu'on apporterait en peinture et tout. On a estimé tout cela dans le projet. Mais est-ce que c'est tenable, sachant qu'on a déjà du mal à mettre en place un championnat de première et deuxième division de qualité, que de penser qu'en même temps qu'on mettrait en place ce championnat d'élite-là, que vous ayez un projet ambitieux et très intéressant, évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est dans le délai que vous vous êtes imparti, là, le délai de 4-5 mois là? Écoutez, je disais tantôt que je ne connais pas l'état actuel des fonds de la fédération, mais moi, une fois à la fédération, ce projet verra le jour. Peut-être pas en septembre 2022, parce que moi j'avais pensé, parce que je connais un peu le Forward 2, il s'arrête cette année, après il va avoir le Forward 3. Le minimum, c'est 2 millions de dollars que la FIFA met à disposition des fédérations. Mais il y a de fortes chances que dans cette nouvelle tranche, on ait plus d'argent disponible, et pour les compétitions, et pour investir, pour créer de la richesse. Pour moi, depuis 20 ans, 30 ans, on fait du bricolage dans les compétitions des jeunes. Ça vous sert à quoi de réunir des enfants des sélections provinciales une semaine avant pour aller jouer à Lambaréné, aller jouer à Oyem, et en général avec des âges qui sont complètement faux. Et c'est comme ça depuis 20 ans, 30 ans. Ça ne date pas d'hier. La Fédération internationale de football et la CAF recommandent, la CAF au cours de son séminaire de juillet 2017, si mes souvenirs sont bons, à Rabat, a demandé que la fédération s'appuie sur les clubs. Ce sont les clubs qui font vivre le football au quotidien. Vous allez faire chaque fois des sélections provinciales. Le club champion de Libreville, d'OIM, c'est quoi sa récompense sur le plan national? Aucune récompense. S'il ne peut pas jouer une compétition nationale, ça sert à quoi? Donc moi, je suis philosophiquement pour les compétitions et de bonnes compétitions. Il faut à minima 30 matchs pour qu'un jeune arrive à son potentiel maximum. Au minimum 30 matchs. Mais ça passe par la restructuration des clubs d'abord, ou bien? Bien sûr. Non, mais je vous assure qu'il y a des clubs qui sont quand même structurés, surtout au niveau des jeunes. Moi, je vois des clubs qui sont assez bien organisés, mais il n'y a pas de conditions d'accompagnement. Vous prenez certaines fédérations, mais elles inondent chaque année en équipement et en ballon les associations qui font dans la formation, sans donner un franc. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et moi, je m'oppose à ce mode de compétition qu'on appelle pompeusement championnat, qui dure une semaine.
Ça, c'est des tournois qu'on organise. Ce n'est pas des championnats, ça. Merci, Président. On va aborder le quatrième aspect, réforme profonde de la gestion des équipes nationales. Monsieur le Président, permettez-nous de jeter un regard au sujet de la création du code de bonne conduite et d'éthique également. On regarde la charte du joueur international, implication des anciens internationaux, mettre en place une politique sociale, assurance, assistance et solidarité. J'arrive, promouvoir des équipes nationales à travers des campagnes et des caravanes nationales. Monsieur le Président, revenir sur l'Ange Pambo, d'abord sur la création du code de bonne conduite, etc. et d'éthique. Écoutez, le joueur international, c'est l'exemple. Oui. C'est l'exemple pour la jeunesse, pas que la jeunesse du football, la jeunesse nationale gabonaise. Nous avons laissé un mode de la charte du footballeur international avec tout ce qu'il y a comme code de conduite. Et nous avons laissé une ébauche en 2014. Après, je ne sais pas, ça a traîné. Je crois que c'est le syndicat qui a rappelé la fédération pour mettre en place ce code-là. Vous prenez le cas de Didier Ibrahim Don, qui a été suspendu, qui a été écarté de la compétition, de l'événement le plus important, l'événement sportif le plus important du continent africain. Mais pensez-vous que pour avoir séché un match, la sanction devrait être celle-là? À mon avis, non. On parle quand même de récidive. Oui, non, récidive, non. Vous prenez Didier Ibrahim. Ce n'était pas son premier coup d'éclat. Vous êtes très bien informé de l'actualité footballistique de notre pays. Je vais vous dire une chose. Pour ce qui est de Didier, vous le savez, sans langue de bois. Vous savez bien que ce n'était pas la première fois. Moi, je viens du privé. Il y a des paliers dans les sanctions. C'est ce que nous avons laissé à la fédération. L'avertissement, le blâme, la suspension et la radiation. Vous pensez vraiment que pour avoir séché un match, on doit pouvoir suspendre? Président, dans quelles conditions? Est-ce que vous avez tous les éléments qui vous permettent de pouvoir apprécier ce point? J'ai tous les éléments. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Moi, je pense qu'il faut sortir un code disciplinaire à sanction faute au niveau des sanctions. Il y a un barème. Ouais. Pour moi, c'est l'extrême. Interdire, suspendre un joueur, quel que soit le joueur qui s'appelle Didier ou Paul, pour l'événement sportif le plus médiatisé, le plus important du continent, non. Je pense que la sanction a été disproportionnée. Moi, je pense qu'il faut tout simplement avoir un code disciplinaire, le comportement des joueurs en équipe nationale. Didier n'est pas le seul, n'est pas le premier à avoir séché un match, vous le savez. Vous le savez. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions Mais Pierre-Emerick et Lemina ont été renvoyés en plein regroupement, ça n'a rien à voir. En pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous parle d'un joueur qui refuse de faire un match. C'est quoi la sanction après? La suspension d'une Coupe d'Afrique? Vous vous rendez compte un peu de la balance? Je dis non, je ne suis pas contre la sanction. Je ne suis pas contre la sanction. Mais moi, je dis qu'elle n'était pas... Il s'agit d'un joueur récidiviste. En quoi? Comme, citez-moi un exemple. Ben, il avait déjà d'autres faits d'armes qui... Par exemple, a-t-il séché un match? Vous le savez. Avant ça, a-t il séché un match? Monsieur le Président, vous rappelle quand même qu'à chaque fois que Didier Ibrahim Ndong arrive en regroupement avec les Panthères du Gabon, il n'est jamais en regroupement à temps. Soit le regroupement... C'est des cas, monsieur le Président. Il n'est malheureusement pas le seul. Si vous voulez parler des joueurs qui arrivent par vague, ils sont nombreux, ce n'est pas le seul. Mais moi, je dis, pour avoir séché un match, suspendre un joueur pour la compétition la plus importante en Afrique, à mon avis, c'est une erreur. Il y a des joueurs qui sont renvoyés de leur équipe nationale, même en pleine Coupe du Monde de football. Vous le savez? Je ne sais pas. Pour écart de conduite dessus? Enfin, pour être arrivé en retard à la séance d'entraînement. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On a l'impression que c'est du pilotage à vue. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un joueur a commis une infraction, mais derrière, on n'a pas le barème pour le sanctionner. En fait, ce qu'on voudrait, c'est normer les choses. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir... une forme de gradation de sanctions, une hiérarchisation des sanctions. Monsieur le Président, on va évoluer. Quel apport pour les anciens internationaux qui se sont succédés autour de la sélection? Moi, j'ai constaté en 2012, dans les deux sélections qui jouaient
la finale de la Coupe d'Afrique 2012, donc les éléphants de Côte d'Ivoire et nos amis zambiens, qui avaient autour de ces équipes des anciens internationaux. J'avais reconnu Kalou dans les vestiaires avec plusieurs d'autres. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas un lien aujourd'hui entre les anciens et les nouveaux. Or, à mon sens, il faudrait ce lien-là. Vous prenez un François Mégas ou un Guidzin dans les vestiaires qui doit parler à un défenseur central comme le nôtre, ben le but qu'on prend contre le Ghana, on ne le prend pas. Parce qu'on sait que le joueur Abedi est gaucher. N'importe comment il va se déporter. En fait, c'est des petits détails comme ça. Il faut renforcer. Vous souhaitez voilà, associer il faut les amener les anciens internationaux. parce qu'ils ont un vécu, ils ont de l'expérience et ils peuvent beaucoup apporter à nos jeunes internationaux. C'est d'abord ça. Et puis il y a l'accompagnement psychologique, bien sûr. Monsieur Slange Pambo, le 5e axe. Oui, mais je voudrais quand même un petit point sur le 4e, le Allez-y, dernier point. allez-y. Le président Dieudonné Ndombo-Likoni parle de la mise en place d'une politique sociale qui repose sur l'assurance, l'assistance et la solidarité. Au bénéfice de qui? Sachant qu'on est là dans l'équipe nationale et pas dans le club. Au bénéfice des internationaux. Vous savez que Merlin Tandjigora s'est ruiné parce que la fédération ou le ministère, je dirais les deux, n'ont pas assuré le match Maroc-Gabon, match éliminatoire FIFA de la Coupe du Monde. Il n'aurait pas été en Chine, au championnat de Chine, il n'aurait jamais réussi à se faire soigner. Vous vous rendez compte de ça? À l'époque de ma présidence, on avait à chaque match une assurance payée par le budget, mis en place par le ministère. Mais nous avons joué le match, et tous les autres matchs, je suppose, Maroc-Gabon, sans assurance. Conséquence, ce jeune-là a perdu sa santé et sa carrière. Il a été rejeté par la Fédération gabonaise de football avait quand même soutenu via le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers une enveloppe que Tandjigora avait sollicitée. Je préfère ne pas parler du montant qui a été... moi, je sais ce que ça a coûté à Merlin. Je ne veux pas en faire une affaire personnelle, mais ce n'est pas le premier cas. Moi, en 2013, arrivé à la fédération, nous avons trouvé un dossier qui venait de Bordeaux, d'un défenseur, je crois, Bamba ou je ne sais pas trop. C'était la même situation. C'est-à-dire que le gars s'était blessé en équipe nationale, mais sans assurance. Il n'a pas pu... voilà, c'est le coach Rohr qui a dû prendre en charge. Voilà, c'est des choses élémentaires. Vous ne pouvez pas amener des internationaux, faire un match de Coupe du Monde sans être assuré. Mais l'argent sert à quoi? Il faut assurer les internationaux. Slange Pambo. Le 5e axe consacré donc au développement des infrastructures de proximité, Dieudonné Ndombo-Likoni. Vous parlez d'investir davantage dans les terrains synthétiques. Vous avez pris l'exemple du stade blanc de Port-Gentil et du stade de l'Université Omar Bongo de Libreville. J'y tiens vraiment parce que l'histoire de Port-Gentil, l'histoire des talents sortis de Port-Gentil, quand vous prenez Guy Roger Zamba, quand vous prenez Germain Mendom, pour me limiter à ces deux, c'est le stade blanc, qui est malheureusement toujours sous forme latérité et avec des conséquences sur les jeunes, c'est-à-dire que quand vous écroulez, quand vous faites un tacle ou quand vous écroulez sur ce terrain, mais vous avez vos genoux complètement émochés. Donc moi, dans mon approche, c'est de mettre dans ces foyers de fréquentation des jeunes footballeurs, comme au Stade Blanc et comme au stade de l'UOB, parce que le stade de l'UOB, vous voyez autour de l'UOB, tous les quartiers périphériques qui sont autour, le nombre de fréquentation, enfin la fréquentation est très élevée au niveau des jeunes et au niveau des anciens. Donc moi, je pense qu'il faut améliorer les conditions de ces stades-là. C'est simple. Ça veut dire que si vous êtes élu président de la FEGAFOOT, vous allez voir le recteur de l'université Omar Bongo, vous mettez en place une collaboration et vous dotez le stade de l'UOB d'une police synthétique. Bien sûr. Financée par la FEGAFOOT. Financée par la FEGAFOOT, par la FIFA ou par les richesses que nous allons créer. Mais il faut... Souvent, on me pose la question du titre foncier. Mais la FIFA, au-delà du titre foncier, demande une jouissance minimale de 20 ans pour investir sur un terrain. 20 ans minimum. C'est-à-dire que si on investit au Stade Blanc, avec le Stade Monji, la mairie de Port-Gentil, nous devons avoir un document qui nous permette de jouir de ce stade-là pendant 20 ans. Et quand on dit de jouir de ce stade, c'est les jeunes qui vont jouer dessus. Il y a peut-être 20 clubs, des clubs amateurs qui s'entraînent au Stade Blanc.
une vingtaine de clubs de toute la zone de la Balise et tous les quartiers. Une vingtaine de clubs. Comptez le nombre d'enfants, ce que ça représente. C'est le cas pour le stade de l'UOB. C'est de signer un partenariat de jouissance. Nos conditions, ce sera d'ouvrir ce stade-là aux jeunes qui viennent s'entraîner gracieusement. Et puis les anciens, les corpos, paieraient quelque chose qui rentrerait dans les caisses de l'UOB ou dans les caisses de la mairie du stade Mandji. Après, on a d'autres exemples, des terrains de proximité. On ne va pas mettre des terrains synthétiques dans tous ces stades, mais on a l'ambition de les améliorer. Nous avons été invités samedi à un tournoi à Ondogo, mais mettre 2 buts avec des filets conformes, ça va déjà changer l'image du stade que nous avons vu à Ondogo samedi. Donc ce sont ces petites choses-là, des poteaux de coin, des buts conformes. Voilà. Et quand vous regardez en Afrique du Nord, quand vous regardez dans chaque arrondissement, il y a un petit terrain, un environnement clean. Ça rentre un peu dans le... Vous avez le schéma aujourd'hui que l'Office national de développement du sport, les plateaux sportifs. Voilà, moi j'estime que c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas assez. Pour le football, il faut avoir des espaces un peu plus grands et puis arriver à les améliorer, mais dans une forme de partenariat. Solange Pambo, on reste sur le 6e axe au sujet de dotation en moyens roulants. Dotation en moyens roulants, en fait, le président, le candidat Dieudonné Ndombou Likuni, comme tous les candidats d'ailleurs, souhaite davantage optimiser le rendement des ligues, c'est bien ça? Bien sûr. Et ça passe Ce sont les ligues qui font vivre le football au quotidien, ce n'est pas la fédération. La fédération récupère le travail fait par les ligues. Donc il faut aider les ligues à arriver à une certaine autonomie. Et nous pensons que les moyens roulants, nous n'inventons pas la roue, hein, c'est des choses que nous avons vues dans d'autres fédérations, dans d'autres exemples. Bon, je vous parlerai pas de quelle fédération je l'ai vu, mais aujourd'hui, quand je remonte un peu l'histoire, en 2013, parce que j'ai fait partie des penseurs du projet de M. Mungengue en 2013, avant qu'on arrive à la fédération, il avait été promis 50 millions de prêts à chaque club de première division pour acquérir un coaster. C'était écrit noir et blanc. C'était l'une des premières actions qui était censée être mise en place une fois à la fédération. Pourquoi ça n'a pas été fait, j'en sais rien. Mais nous avons l'ambition de doter les ligues provinciales de moyens roulants, en commençant par peut-être des doubles cabines 4x4 pour permettre aux officiels qui sont à Mouila d'aller en Bigou, d'aller à Lebamba, ou qui sont à Franceville, d'aller à Kény, d'aller à Bongoville, et puis des bus, comme on l'a vu ailleurs, qui vont réduire justement les coûts de transport des équipes de première et de deuxième division. C'est l'objectif, c'est de faire entrer de l'argent dans les caisses des ligues, mais aussi permettre des économies au niveau des clubs professionnels. Monsieur le Président, vous parlez également dans le 8e axe, partenariat de formation des encadreurs de jeunes avec des organisations extérieures. De quoi sera-t-il question? Comment cela va se passer? Nous avons par le passé, en tant que fondateur de Terre de Foot, envoyé des entraîneurs en immersion dans des clubs en France. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de formations qui se fait à la fédération de manière... la fréquence, elle est bonne, mais j'estime que pour les jeunes, ce n'est pas assez. Vous savez, quand vous allez en France, ou bien dans les autres pays, au Burkina ou au Sénégal, les entraîneurs des jeunes sont reconnus. C'est-à-dire qu'on sait que tel monsieur Bekale, est spécialiste dans la formation des jeunes. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces entraîneurs-là au Gabon. Donc moi, j'estime qu'il faut envoyer pour un minimum de 6 mois, un maximum de 12 mois, les entraîneurs qui veulent faire de la formation à l'extérieur pour avoir une formation adéquate et suffisante. Ce que nous faisons aussi en 5-10 jours n'est pas assez pour amener un jeune à fort potentiel à éclore. L'entraîneur de l'adulte ne sera jamais l'entraîneur de l'enfant. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc c'est pour ça que nous estimons qu'il faut un minimum de 6 mois de formation pour ces jeunes-là, pour ces jeunes entraîneurs, encadreurs. Solange Pambo, 9e axe, dernier. L'un des axes aussi du candidat Dieudonné Ndombou Likuni, consacré donc au projet de réforme du championnat national. Dans ce projet de réforme du championnat d'élite au Gabon, vous proposez le rapprochement de certains clubs avec des groupes économiques par secteur. Est-ce que ce n'est pas la réforme de trop? Mais moi, je vous renverrai la question. Quelles sont les réformes qui, aujourd'hui, nous ont conduit à avoir des compétitions d'élite pérennes?
Vous voyez l'image des joueurs qui sont devant le ministère, c'est l'état des lieux, c'est l'image scandaleuse que nous renvoie notre football. Mais il n'y a pas d'argent, l'État n'a plus d'argent pour supporter, pour soutenir le football professionnel. Mais c'est la même question Dieudonné Ndombo Likoni qu'on pose à tous les candidats à cette élection du 16 avril prochain. Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain, sachant qu'au mois de mai 2021, on a organisé des assises du football. Il y a des recommandations qui n'ont même pas encore été appliquées, que vous voulez déjà amener une autre réforme. Monsieur Pambo, oui, l'ancien ministre des Sports, Monsieur Bilibinze, oui, a-t-il organisé des assises, des séminaires? Oui ou non? Oui ou non? Répondez. Je ne sais pas. Oui, oui. Qu'est-ce que nous avons eu en retombée? Là, nous avons 2 ans après des assises organisées par M. Bilibinze. Nous avons réorganisé d'autres. À l'époque, l'ancien ministre Onaondo, je crois, avait organisé la même chose. Je crois, mais vous-même, vous voulez lancer une réforme. On n'a pas suffisamment creusé dans nos têtes. L'argent, il faut se le dire en face, l'argent fait défaut. Et quand moi je parle de créer des richesses, c'est justement, il faudrait qu'au bout de 3 ans, l'État s'est engagé pour 3 ans à soutenir encore. Mais depuis 4-5 ans, même avant le Covid, vous avez été animateur du championnat national, M. Bekale connaît. Quel type de formule nous avons utilisé? C'est du bricolage. Mais pourquoi? Parce que l'argent manque. Mais moi, je veux amener, au-delà de la création des richesses, je veux amener des opérateurs économiques par secteur d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une société comme Perenco, on va prendre, parce que moi, je vis à Port-Gentil, vous demandez à Perenco de sponsoriser le Stade Mondji. Perenco va vous dire, non, moi j'ai la RSE, je verse déjà à l'État pour des projets sociaux. C'est lourd. Mais vous prenez Perenco, vous prenez Total, vous prenez Morel et Pommes, vous prenez Valco, puis les autres pétroliers. Ensemble, en mutualisation d'aide, vous allez pouvoir soutenir le football national. Donc c'est par secteur économique que je voudrais faire ce mariage entre les sociétés, les opérateurs économiques. Vous allez prendre ceux qui sont dans le bois, je connais plein de Chinois qui sont dans le bois, une seule ne vous dira pas oui, mais à plusieurs, avec 5-10 millions à plusieurs, on va y arriver. Vous avez la création de richesses, vous avez le soutien qui sera encore un petit peu de l'État. La fédération a l'obligation de supporter une partie des frais du championnat national. Il y a les moyens pour ça. Et ensuite, en dernier, les socios. C'est-à-dire qu'il faut revenir, comment faire pour amener Vous parlez de l'identité de club, c'est bien ça. Vous avez connu, moi j'ai connu la belle époque. Aujourd'hui, les clubs ne représentent pas grand-chose. Bon, après, vous avez USB, vous avez USO, vous avez l'Ozosport, qui sont les seuls à remplir un peu les stades quand ils jouent. Mais il faut repartir vers ça, il faut faire un mariage de raison. Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les clubs qui existent, mais il faut les rapprocher. Moi, j'ai discuté avec les grandes surfaces. J'ai posé la question, sont-elles prêtes à soutenir un club, malgré leur concurrence? J'ai eu une réponse positive. Ils ont dit qu'au-delà de leur concurrence, ils seraient prêts à soutenir un club. Mais les agents qui travaillent dans ces grandes surfaces vont se reconnaître dans ces clubs et vont participer à la vie de ces clubs. Il faut qu'on sorte de notre état de spectateur. Moi, je voudrais, en fait, de manière résumée, je voudrais que les Gabonais deviennent acteurs de leur développement dans le secteur sportif. Et ça devrait être la même chose dans tous les secteurs. Merci, Président. En termes de conclusion, vous regardez cette caméra, vous vous adressez aux délégués et aux gens qui nous ont suivis, qui n'ont peut-être pas bien compris en termes de mots de la fin, qui résument votre passage sur ce plateau. À l'endroit des délégués, je souhaite qu'ils lisent entre les lignes de tous les projets et qu'ils se rendent compte que le nôtre, qui fait la part belle à une autonomie au bout de quelques années. Moi, si je viens à la fédération, c'est pour 4 années. Hein, je n'ai pas l'intention d'en rester plus. Il faudrait que nous soyons nous-mêmes les acteurs de notre politique sportive. Il faudrait que nous arrivions à une autonomie. Il faudrait que nous passions d'acteurs, enfin de spectateurs avec les perfusions de l'État, que nous soyons nous-mêmes acteurs de notre football. Et pour cela, il y a des poches d'argent qui existent dans le sport. Il faudrait aller vers ces poches d'argent pour les ramener dans l'utilisation de notre sport. Donc c'est tout ce que je peux dire et j'espère que les délégués feront le bon choix.
Bonne chance, monsieur le Président. Merci, merci. Slange Pambou, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. L'équipe éditoriale, chapeautée par Berleg Lekoba. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve très prochainement avec un nouveau candidat avec le même plaisir. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.